parmi les grands titres que nous développerons dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Nous évoquerons la présentation des résultats de l'exercice 2015-2016 de la SBM arrêté au 31 mars dernier. Défilé dans les rues de Monaco à l'initiative de l'Union des syndicats. Le voile est levé sur la saison 2016-2017 du théâtre Princesse Grace. Le détail dans ce journal. Le lancement du marathon de lecture organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco. À la Galerie des Pêcheurs, l'exposition des photographies animalières du prince Hussein Aga Khan sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Les sportifs monégasques mis à l'honneur par la mairie de Monaco. Et puis à l'issue de ce journal, nous retrouverons comme chaque jour nos deux envoyés spéciales au festival de télévision, Sandrine Nègre et Christine Datomel. Ce sont des chiffres toujours très attendus. Ils donnent en quelque sorte la tendance de la situation actuelle et des mois à venir à la Société des Bains de Mer. Le groupe vient de révéler les résultats de son exercice 2015-2016, des résultats arrêtés au mois de mars 2016 et qui révèlent une hausse de 2% en raison d'un excellent début d'année. Les explications de Dominique Poulain. La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l'exercice 2015-2016 un chiffre d'affaires de 461,4 millions d'euros contre 452,4 millions d'euros l'exercice précédent, soit une hausse de 2%. Avec un chiffre d'affaires de près de 214 millions d'euros, le secteur jeux est en augmentation de 9%, une hausse essentiellement due aux machines à sous et à un troisième et un quatrième trimestre en forte croissance. Une croissance qui permet à la SBM de rattraper en totalité la perte d'activité d'un mois d'août particulièrement défavorable. Autre constat, les joueurs ont changé leurs habitudes. Je suis surpris par la volatilité, si vous voulez. Il fut un temps où cette activité jeu était volatile, mais relativement... elle était volatile autour d'un trend. Là, aujourd'hui, elle est volatile avec une ampleur bien plus importante que précédemment. Et pas mal de joueurs ont changé leur habitude. Et on voit par exemple, ce qu'on ne voyait pas à l'époque, beaucoup de gros joueurs qui se contentent d'un petit gain et qui s'arrêtent dès qu'ils ont gagné un tout petit peu d'argent. Alors qu'avant, le joueur, c'était entre guillemets un flambeur et quand il gagnait, il continuait à jouer. Ben là, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui jouent de façon très intelligente. Ils gagnent un peu, ils s'arrêtent et puis ils reviennent le lendemain et ils attendent de gagner un petit peu, ils s'arrêtent. On ne voyait pas ça à l'époque et ça change le profil du business. Oui. Le secteur locatif est également en progression, une hausse de 25% par rapport à l'an passé, avec un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros. Le secteur locatif regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux, ainsi que les activités de résidence du Monte-Carlo Bay, du Balmoral et des nouvelles villas du Sporting. Contrairement au secteur jeux et locatif, le secteur hôtelier est lui en recul de 6%. Le chiffre d'affaires de ce secteur s'établit à 213 millions d'euros contre 226 l'an dernier, une baisse due aux travaux de rénovation de l'hôtel de Paris. Nous avons une capacité hôtelière très réduite en raison de la fermeture de l'hôtel de Paris et que donc même quand on fait un peu plus de chiffre d'affaires, la profitabilité ne suit pas forcément puisqu'il nous manque des chambres. Dans les années à venir, la SBM s'est fixé 3 objectifs: réduire les coûts, développer l'activité jeu et rouvrir l'hôtel de Paris. Développer la clientèle jeu avec 2 axes, une clientèle régionale qu'il ne faut pas... Quand je dis régional et de proximité qu'il ne faut pas délaisser, c'est-à-dire toute la Côte d'Azur, c'est-à-dire l'Italie. Et puis une priorité assez importante, mais qui ne verra les premiers résultats que dans un an ou deux, qui est la clientèle asiatique. Et de ce point de vue-là, notre partenariat avec Galaxy, le plus gros opérateur de Macao, devrait nous aider. En parallèle à l'activité jeu, il y a l'activité hôtelière, et là, le grand événement sera la réouverture complète de l'hôtel de Paris à la fin de l'année civile 2018. Quant au résultat net consolidé, il est en perte de 29 millions d'euros contre un profit de 10 millions d'euros pour l'exercice précédent, un déficit lié encore une fois au projet de rénovation de l'hôtel de Paris.
Au chapitre social, vous les avez peut-être aperçus dans les rues de la Principauté jeudi après-midi. 3 cortèges ont quitté respectivement le quartier de Fontvieille, le CHPG et le quartier Saint-Charles pour se rejoindre place Sainte-Dévote. Les manifestants, des salariés monégasques du privé ou du public ainsi que des retraités, entendaient réclamer une augmentation des salaires, une amélioration des conditions de travail et le maintien d'une protection sociale de qualité pour les retraités. Les revendications, il y en a plusieurs. Les revendications, il y a la revalorisation des retraites, d'accord ? Parce que depuis 2012, la réforme des retraites a été instaurée à Monaco sans raison, puisque, je le rappelais à vos confrères, il y a un fonds de réserve à Monaco. Ce fonds de réserve-là, il tatillonne les 2 milliards d'euros. Je veux dire, il y a assez d'argent pour combler le déséquilibre qu'il y a eu dans le régime de retraite. Le gouvernement dit que c'est un déficit, nous on dit que c'est un déséquilibre. C'est ça qui est inacceptable aujourd'hui. Donc les retraités, les salariés sont dans la rue aujourd'hui pour revendiquer d'une part la revalorisation des retraites et pour qu'on arrête et pour qu'on mette fin à cette réforme inutile et inacceptable. Des propos recueillis par Fabien Bonilla. Le centre hospitalier Princesse Grace, victime d'un piratage informatique. Cet acte de malveillance s'est traduit par l'envoi d'un mail qui contenait des données liées aux salariés du CHPG, des données personnelles, mais il n'a en revanche pas affecté le secret médical et les informations liées aux patients. Le préjudice n'en reste pas moins important. Écoutez la déclaration à la presse de Patrick Bini, le directeur du CHPG. Je tiens tout d'abord à rassurer les patients de l'établissement qu'aucune information d'ordre administratif ou médical concernant les usagers n'a été divulguée lors de la cyberattaque dont le CHPG a été victime hier. Il est inadmissible que les professionnels du CHPG aient pu être victimes d'un tel acte qui tente largement de déstabiliser et de salir l'image d'excellence du CHPG dont la réputation est largement reconnue. Et je partage l'indignation et la colère des personnels. Dans les faits, une ou plusieurs personnes ont piraté la messagerie de la responsable du système d'information de l'établissement et divulgué en interne et en externe un fichier comportant des données professionnelles et personnelles des agents, tous corps de métier confondus. Quelles ont été les données qui ont été piratées? On est bien d'accord, ce n'était pas des secrets médicaux? Non. D'autre part, je précise que ces données sont pour la plupart caduques, voire inexactes. D'autre part, ce fichier n'existe pas en l'état au CHPG. Il semble qu'il ait été élaboré par le ou les hackers à des fins malveillantes, ce qui dénote une préméditation par des personnes ayant un haut niveau d'expertise informatique. Je rappelle que toutes les données informatiques détenues par l'établissement sont conformes à la législation et déclaré auprès de la CCIN, qui est l'équivalent monégasque de la CNIL en France. Le CHPG a été victime d'un véritable acte de malveillance et je déplore et condamne fermement. Il s'agit d'une violation grave des règles de confidentialité et du respect de la vie privée à laquelle chacun a droit. Je précise en outre que toute personne qui tenterait sciemment de communiquer tout ou partie de ces données frauduleusement collectées s'exposerait à d'importantes sanctions pénales, puisqu'en Principauté de Monaco, mais dans l'État voisin c'est pareil, les informations nominatives sont protégées par la loi. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Quelle est la suite? Déjà immédiatement, hier matin, j'ai informé les autorités policières et judiciaires pour engager les poursuites qu'un tel acte implique. Les autorités de police se sont aussitôt rendues sur place pour mener les premières investigations. Et au moment où je vous parle, l'enquête se poursuit. Les mesures conservatoires et les précautions supplémentaires ont bien entendu été mises en place pour que de tels faits ne puissent se reproduire. Bien entendu, le CHPG, au nom de tous ses agents, a porté plainte dès hier matin suite à cette attaque informatique. L'actualité culturelle pour poursuivre ce journal. Le théâtre Princesse Grace a placé sous le signe de la diversité sa programmation 2015-2016. Vanessa Dessy nous en dit plus.
Le menu est alléchant et complet cette année au Théâtre Princesse Grace. 25 représentations, de l'humour, du dramatique et du classique. Il y en aura pour tous les goûts. Et parmi les plus belles surprises, le Poisson belge de Léonore Confino. Marc Lavoine et Géraldine Martineau mènent un duo d'acteurs drôles, touchants et poétiques à la fois. C'est une pièce qui est très profonde, où on découvre Marc Lavoine et cette jeune artiste qui a énormément de talent, qui a reçu le Molière de la meilleure comédienne. Et donc c'est un texte très profond où il y a vraiment des tristesses enfouies qui vont ressortir. Et c'est d'une très grande beauté, donc ça change des comédies. Donc vous voyez donc cette programmation qui diffère au fur et à mesure des représentations. Et c'est ce que je souhaite pour le théâtre, c'est-à-dire à chaque fois découvrir. Ce que je dis au public, c'est qu'au théâtre, on ne vient pas rire, seulement rire. Alors ils me rétorquent toujours, oui, mais on ne vient pas non plus pour pleurer. Mais je leur réponds que j'aimerais qu'ils viennent aussi pour réfléchir. Nous avons une programmation très éclectique puisqu'il y a des comédies, des textes classiques, des tragédies, de courtes pièces comme le texte de la cantatrice chauve. Donc nous avons aussi de nombreux acteurs, de grands acteurs invités. Donc c'est une programmation très riche. Les comédies font partie du genre théâtral des plus plébiscités chaque année. Pour conquérir alors le public monégasque, Christian Vadim s'illustre dans une pièce dénommée Un nouveau départ, où il joue un rôle pour le moins inattendu, celui d'un SDF. Ce qui est difficile, c'est inhérent au métier de comédien, c'est d'abord de croire soi-même à ce qu'on va faire. Une fois qu'on y croit, ça va. Mais c'est vrai qu'au départ, quand Corinne Clouzet m'a dit « tu vas jouer un SDF », je me dis « c'est Corinne, la pièce est formidable, mais je suis quand même physiquement très éloigné de ça, du jeu. Et puis Christophe Lidon, le metteur en scène, m'a rassuré. C'est quelqu'un qui travaille énormément les détails. Donc on a parlé beaucoup des fringues, de ce que pourrait être l'odeur, du look physique, du phrasé, du parler, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, après on se plonge et puis on n'y pense plus. C'est vrai qu'au départ, j'avais un doute. Mais bon, ça s'est très bien passé. La première représentation sera dédiée à la poésie avec une mise en scène et interprétation signée Fabrice Lucchini, à découvrir au Théâtre Princesse Grace le dimanche 9 octobre. C'est parti pour une nouvelle édition du marathon, mais pas n'importe quel marathon, le marathon de lecture organisé par la Fondation Prince Pierre de Monaco. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, réponse tout de suite avec ce reportage de Fabien Bonilla, Alexandra Paolini et Louis Bordia. Le marathon de lecture a pour objectif, comme chaque année, d'associer le public à l'action menée par la Fondation Prince Pierre dans le domaine littéraire. Les lecteurs des médiathèques de la région sont invités à découvrir les ouvrages sélectionnés par les membres du conseil, que ce soit le prix littéraire qui récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre, ou encore le prix de la Bourse de la Découverte, prix récompensant un jeune écrivain pour son premier ouvrage de fiction. Et pour cela, ces ouvrages ont été remis aux bibliothèques de la Côte d'Azur qui participent à l'événement, 11 bibliothèques au total, plus 3 classes de la Principauté, de 4e et de 3e. Les objectifs de la Fondation Prince Pierre sont de reconnaître, de faire connaître et de diffuser. Donc là, l'objectif, je dirais que c'est de partager, tout simplement. Nous avons des auteurs qui ont été sélectionnés. Ils ont été sélectionnés avec soin, il y a eu beaucoup de discussions, c'est le jury littéraire, etc. Chaque jury est arrivé avec des poulains comme ça qu'il a défendus. Et c'est vrai qu'on aurait envie de partager cette petite aventure avec le maximum de gens. Donc le fait d'associer les médiathèques, c'est du partage. Les lecteurs des bibliothèques participant à l'événement sont invités à dévorer ces romans tout au long de l'été et ensuite envoyer leurs critiques littéraires à la Fondation Prince Pierre avant le 2 septembre. 6 jeunes auteurs sont en compétition dans cette catégorie Bourse de la Découverte. Stéphane Barsac avec le piano dans l'éducation des jeunes filles, Julien Donadil pour Vie et œuvre de Constantin Hérode, Paul Gréveillac, Les âmes rouges, Pascal Manoukian avec Les échoués, Garance Meillon qui a écrit Une famille normande et enfin Séverine Verba avec le roman Appartenir. La qualité, bien sûr, elle est excellente puisqu'elle est choisie par le jury de la Fondation Prince Pierre qui est composé d'académiciens français, d'académiciens Goncourt et également d'auteurs francophones, donc qui ont un jugement sûr.
Et ensuite, sur la thématique ou sur le style, eh bien, c'est assez éclectique puisqu'on a un roman historique, on a un roman initiatique, un roman purement narratif. Enfin, il y en a pour tous les goûts et donc c'est pour ça qu'on peut offrir cette sélection au public de la Côte d'Azur. À l'issue, tous les lecteurs participants seront conviés à l'automne aux manifestations organisées par la Fondation. Ils rencontreront les auteurs sélectionnés pour la Bourse de la Découverte. Et les 2 personnes ayant écrit les meilleures critiques littéraires seront récompensées. Cette année encore, les vainqueurs auront le privilège d'être invités à la soirée organisée par la Fondation à l'issue de la cérémonie de remise des prix le 4 octobre. Dans quelques jours, la Fondation Prince Albert II de Monaco célébrera son 10e anniversaire. Plusieurs temps forts ponctueront les célébrations, mais d'ores et déjà, une exposition photographique est organisée à la Galerie des Pêcheurs. Le prince Hussein Aga Khan présente des clichés de plusieurs espèces animales dans leur environnement. Son travail est un témoignage, le témoignage d'un homme, d'un photographe qui souhaite sensibiliser le grand public au respect d'espèces animales qui sont aussi belles que menacées. La Fondation Prince Albert II de Monaco a souhaité mettre en lumière le travail du prince Hussein Aga Khan en lui proposant de venir exposer quelques-uns de ses plus beaux clichés à la Galerie des Pêcheurs. Plus ou moins tout ce qui est là, les lions, les guépards, les rhinocéros, les éléphants aussi, et puis les requins aussi, malheureusement on en tue des millions chaque année. Et les requins tuent que 8 personnes chaque année, nous on en tue des millions, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais bien casser quelques croyances un peu idiotes que les gens ont toujours eues sur les requins, entre autres, et en fait de les photographier d'assez près. Ils m'intéressent énormément, il y en a très peu. Ils sont très rares. Plus ou moins, je choisis les endroits où je vais voir les animaux qui m'intéressent le plus. Donc, si c'est les baleines qui m'intéressent, je vais aller à Tonga voir des baleines à bosse. Et quand c'est proche de chez moi, par exemple aux Bahamas, je me renseigne où sont les animaux qui m'intéressent, que j'aimerais photographier. Et c'est un travail, je crois, que je fais depuis... En fait, je prends des photos sous l'eau depuis 2009 seulement, sur Terre depuis 1996. Et le travail qu'il y a ici aujourd'hui, c'est que depuis, je crois, 3 ans. Environ les photos les plus anciennes, elles viennent des requins aux Bahamas il y a 3 ans. Des forêts tropicales d'Amérique centrale ou d'Indonésie, aux savanes d'Afrique, en passant par les sommets enneigés du Canada ou les eaux profondes du Pacifique, Hussein Aga Khan a réuni ses 2 passions pour la vie sauvage et la photographie. Selon lui, la photographie doit être perçue comme une rencontre avec le monde animal et l'objectif comme un œil ouvert pour mieux partager l'émotion ressentie, quelles que soient les conditions du shooting. J'étais en cage pour les requins, les grands requins blancs, il y a 1 an et puis de nouveau il y a 6 ans. À part ça, c'est sans cage, mais le safari c'est facile parce qu'on est en voiture, tout le monde le fait. Et sous l'eau, bon, pour les requins c'est un peu plus risqué on va dire, mais c'est très intéressant et c'est comme des professionnels qui nous emmènent, qui emmènent des milliers de gens chaque année. Et donc ils peuvent aussi nous défendre au besoin, je pense. Dans quelques semaines, le prince Hussein Aga Khan s'envolera pour les Tonga où il ira photographier des baleines. Grâce à la fondation qu'il a créée, Focused on Nature, la vente de son œuvre photographique contribue au financement d'organisations actives dans la protection des écosystèmes fragiles et des espèces en voie de disparition. Depuis 2009, 400 000 € ont ainsi pu être récoltés. Environnement encore, avec l'actualité en bref. Le prince Albert II est allé à la rencontre des intervenants et des organisateurs de la manifestation Monacologie. Nous l'avons déjà évoqué dans nos précédents journaux. Des ateliers ont été installés quai Antoine Ier pour sensibiliser le plus grand nombre au respect et à la protection de l'environnement. Il montre l'exemple, le ministre d'État et les conseillers de gouvernement ainsi que le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco roulent dans des véhicules 100% électriques. Une photo de famille vient d'être organisée sur le parvis du ministère d'État. Ces véhicules zéro émission sont mis à leur disposition par l'administration. Aujourd'hui, ce sont près de 1300 véhicules électriques et hybrides qui circulent en principauté, soit 3% de la totalité du parc automobile, un chiffre record en Europe. Des voitures d'un autre genre, mais surtout d'une autre époque, sont à découvrir jusqu'à samedi au Monaco Legend Motors. Elles sont sur tirage puisqu'il s'agit d'une exposition photographique. Et Jérémy Ballester et Sylvain Péroumal vous en livrent un avant-goût. La nouvelle exposition du photographe Colin Robertson-Roy est pleine de surprises. Sur le thème du rallye et du Grand Prix historique, l'Écossais a mis sur papier sa passion. Depuis que
je suis venu vivre à Monaco avec ma famille il y a quelques années. Je suis toujours inspiré de ces merveilles de cette ville. Mais une chose qui m'a vraiment inspiré, c'était le Grand Prix historique de Monaco. La passion des participants et tous les mécaniciens, les équipes de support et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument capturer sur des images comme ça. Pour rendre l'authenticité de ces voitures historiques, Colin Robertson Roy a modifié sa méthode de travail. Appareil photo, objectif, film, papier et tirage, tout est d'époque. Sachant qu'il s'agit de quelque chose de tellement authentique, cette épreuve, je voulais trouver une manière de le présenter ou de le travailler qui lui-même était extrêmement authentique. Et avec ça, on a l'impression que ce sont des gravures qui ont été faites déjà il y a 50 ans peut-être. Et c'est ça que je voulais achever. Je crois que c'est une bonne manière de présenter ce thème. Si à première vue toutes les photos montrent des voitures, ce n'est pourtant pas le cœur du travail de Colin Robertson Roy. C'est surtout les esprits, les âmes des gens qui sont présentés, qui est le centre de tout ce que je veux montrer. Heroes of the Historics est exposé au Monaco Legend Motors jusqu'au 18 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Enfin, comme cela se fait chaque année en fin de saison, les sportifs de Monaco de tous âges ont été honorés et récompensés par la mairie. L'occasion pour nous également de saluer leurs exploits. Jérémy Ballester et Serge Prémont ont assisté à cette cérémonie. Qu'elles soient en or, en argent, en bronze ou simplement distinctives, plus de 700 médailles ont été distribuées aux sportifs monégasques ce mercredi par le maire de Monaco et ses adjoints. Une façon de leur rendre hommage. Le sport à Monaco, c'est à l'image du prince Albert qui a été un grand sportif et qui l'est toujours. La principauté a une culture du sport. Et la mairie est très proche de tous ces sportifs. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'occasion de les recevoir en mairie, puisque la fête du sport, c'est bien le nom que ça porte. Et l'occasion pour le maire, le conseil communal et la mairie en général, pour honorer tous ces athlètes, tous ces dirigeants également, puisque c'est eux aussi qui font le sport en principauté, et de les féliciter et de les remercier au travers d'une remise de médailles qui est toujours sympathique. Dans la cour d'honneur de la mairie, sportifs et dirigeants ont pu se rendre compte de leur importance pour Monaco. Les jeunes sportifs apportent à la principauté certainement quelques résultats, quelques très bons résultats même, mais il y a aussi un échange, c'est-à-dire que le sport apporte à ces jeunes une forme d'éducation qui est très souhaitée ici en principauté, qui leur permet de se développer, pas uniquement du côté physique, mais également de développer des valeurs qu'on retrouve dans le sport. Et ça c'est aussi à mettre en valeur aujourd'hui. Parmi les 739 médailles distribuées, 134 sont en bronze, 68 en argent et 39 en or. Récompensés pour leurs performances internationales ou nationales, les sportifs sont touchés par cette cérémonie. Je pense que tout le monde se bat quand même dans son sport. Enfin, quand on s'inscrit dans un sport, c'est justement pour y aller à fond, quoi, pour se défouler, pour s'améliorer, pour s'entraîner. Et on a tous besoin quand même d'encouragement, que quelqu'un nous dise bravo, c'est bien ce que tu as fait, continue à faire ça et on est là derrière toi. C'est important, mentalement ça leur fait du bien, quoi. Ils se disent voilà, ils ont encore plus envie de recommencer l'année prochaine. Il ne reste plus qu'aux sportifs de rééditer leurs performances pour recevoir une nouvelle médaille l'année prochaine. Avant de refermer ce journal, nous allons découvrir les cartes météo. Alors le temps restera-t-il changeant comme cela a été le cas tout au long de la semaine? Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Eh bien, sachez-le, l'heure sera à l'amélioration ce vendredi avec un éloignement des nuages d'averses, belle apparition du soleil et des températures en hausse. Samedi, temps conforme à la saison, assez ensoleillé, surtout le matin. Dimanche, peu de changements, davantage de soleil le matin que l'après-midi, vent faible et des températures proches des normales saisonnières comprises entre 19 degrés le matin et 24 degrés dans l'après-midi. Lundi, maintien d'un temps assez beau, température stationnaire. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un court instant, à suivre sur Monaco Info, une nouvelle édition de notre magazine spécial Festival international de la télévision, présenté par Sandrine Nègre et Christine Datomel.